prends une carte, tu regardes la taille de la France, tu regardes la taille des US. Les US, c'est pas un pays, c'est un continent. Donc quand tu dis que tu attaques les US, ça va pas dire grand-chose. En plus, il y a des modes de consommation qui sont quand même assez différents. Donc nous, on s'est posé la question de savoir dans quel État on avait plus de chances de commercialiser notre produit. Il y a 7 États aux États-Unis qui ont un niveau de consommation beaucoup plus élevé que les autres sur les achats web. On a rapidement ciblé 4 États, c'est-à-dire New York, Francisco. On a ciblé le Texas avec Dallas, la Floride avec Miami. Là où il y a quand même des niveaux d'activité qui sont forts et finalement des États qui sont quand même assez différents. Et une fois qu'on a ciblé ces zones géographiques, on a commencé à cibler des intérêts pour essayer d'avoir des audiences qui soient plus restreintes et ne pas exploser le budget sur des audiences trop larges. Salut Raphaël et bienvenue de nouveau sur le podcast. Je pense que je pense que c'est la première personne à revenir. J'ai un doute sur le coup. Ou la seconde qui revient en fait pour faire un épisode avec moi. Donc tu étais venu il y a 2 ans, je pense que c'était fin 2021 pour parler de Bloom Paris, de votre conquête du marché français. Je pense que déjà à l'époque, vous étiez déjà bien, vous étiez en train de vous implanter de plus en plus et tu nous avais un peu partagé tout ça. Mais je pense que voilà, il y a quand même des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ta marque? Alors salut Danilo, moi je suis content de participer de nouveau à ce podcast sur un nouveau format, sur un nouveau sujet, c'est pour ça que j'ai accepté d'en discuter avec toi aujourd'hui. Alors moi je suis Raphaël, j'ai 38 ans, je suis l'un des cofondateurs de la marque Bloom Paris, marque que j'ai confondée en 2018 avec mon associé Kevin Reyes qui est ostéopathe et formateur en gestes et posture. Chez Bloom on a une mission depuis 2018, c'est d'améliorer la sédentarité et le bien-être des sédentaires. En leur proposant du mobilier élégant et fonctionnel qui stimule le corps et libère l'esprit. Ça, c'est vraiment notre mission chez Bloom depuis 5 ans. Et donc, à travers cette mission, on produit un siège ballon qui permet à son utilisateur de se remettre en mouvement tout en étant assis derrière son ordinateur et derrière son bureau surtout. Et l'idée du produit, c'est de se dire que des personnes qui doivent travailler toute la journée tout en étant sédentaires peuvent rester en bonne santé et peuvent rester dans des bonnes conditions de travail parce qu'on va leur apporter plus de mobilité derrière leur bureau. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on fait Bloom depuis 2018. Donc, on vend plus de 30 000 produits par an. On le fait principalement sur le marché français et on commence à se développer à l'export, sujet qu'on va évoquer aujourd'hui avec toi. Ouais. C'est vrai que tu parlais de la mission, donc qui est hyper claire. Est-ce que en 2018-2019, vous avez déjà une idée du persona, c'est-à-dire du client idéal qui allait utiliser le Bloom et quelle serait l'utilisation la plus fréquente? Bien sûr, c'est pour s'asseoir, mais on pourrait se dire que c'est un accessoire de décoration plus qu'un accessoire pour travailler de chez soi ou dans les bureaux. Est-ce qu'à l'époque, vous avez déjà un peu identifié le besoin et le persona qui va avec pour ce produit? Alors, pour les personnes qui ne voient pas de quel produit on parle, je les invite quand même à aller voir notre site internet et à se rendre compte de ce que c'est. Donc, c'est vraiment un siège ballon qu'on a revisité avec mon associé Kevin. Voilà, c'est cool de le montrer. Donc en fait, c'est un produit qui est un triptyque en fait entre le bon, le bien et le beau. Donc c'est un produit qui est joli, qui est esthétique, donc justement qui peut être un produit de décoration. Mais nous, on l'a développé avant tout pour un usage à un bureau. Et quand on parle de bon et de bien, c'est-à-dire que c'est un produit qui est bon pour la santé, qui va te permettre de te remettre en mouvement et de te sentir en meilleure santé tout en étant assis. Et c'est un produit qui a de réels bienfaits sur le physique et qui est lui-même bien fait, bien construit, bien réfléchi en termes de fonctionnalité. Alors pour répondre à ta question, c'est vrai qu'en 2018-2019, c'était un produit qui était assez hybride entre la déco et un usage, on va dire, en tant que siège de bureau à un bureau. Et le Covid a fait que notre positionnement, il a été clair et tranché. On a eu une explosion en 2019-2020 pendant le Covid. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a vraiment un persona qui est identifié, qui sont plutôt des femmes de plus de 45 ans, qui ont une pratique sportive assez régulière, bon, en tout cas qui ont le souhait d'avoir une pratique sportive, et qui achètent notre siège ballon pour s'en servir derrière un bureau, afin de retrouver plus de mobilité et de continuer à être active tout en étant assise. Comment tu as identifié précisément la cible? C'est vrai que vous avez dit aussi, vous vendez en direct sur votre site web. Est-ce que c'est en discutant avec eux? Ou est-ce que tu as fait des études particulières pour savoir qui était vraiment la cible et ce qu'elle faisait de son quotidien? Il y a toujours beaucoup de techniques, il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut observer sur les tutos, sur comment définir son persona, son ICP idéal, etc. Finalement, nous, on avait on n'avait rien de vraiment acquis. On se posait la question de savoir qui était vraiment notre persona. Par contre, ce qu'on s'est dit pendant le Covid, c'est que on était sûr que le siège ballon était vraiment adapté à des personnes qui avaient un travail de bureau.
Donc aujourd'hui, on va dire que notre discours, notre argumentaire, c'est vous êtes assis longtemps derrière votre bureau, vous avez des problèmes de dos, achetez un Bloom pour résoudre ces problèmes de santé. C'est vraiment le discours qu'on porte aujourd'hui sur notre site et sur nos campagnes publicitaires. Et en fait, en réalisant des études via des outils qui sont mis à disposition aujourd'hui, simplement en posant des questions, vous êtes qui, vous avez quel âge, qu'est-ce que vous avez comme problème de dos, où est-ce que vous utilisez le siège ballon, on se rend compte qu'il y a 45%, même 50% de notre audience qui sont effectivement des personnes qui ont plus de 45 ans, qui sont des femmes, qui vivent en région Île-de-France, qui pratiquent le sport et qui ont des problèmes de dos. Ouais, je me rappelle que quand on avait commencé à travailler ensemble, donc il y a 4 ans, ça fait longtemps, c'est qu'on avait identifié que le Bloom, pour les cibles qui sont intéressées par le yoga, quand on avait des contenus où le Bloom était utilisé par quelqu'un qui fait du yoga, ça avait plutôt bien fonctionné. Je pense que c'était des choses qui avaient déjà aidé un peu à identifier quel type de personnes allaient acheter le Bloom, même si à l'époque, je me rappelle bien, les messages n'étaient pas encore axés sur le fait de télétravailler et de prendre soin de son dos en même temps. En tout cas, c'est vrai qu'en 4 ans, c'est une croissance quand même à 2 chiffres. Je pense qu'en 3 chiffres, pardon, vous avez eu sur les premières années, puis après à 2 chiffres. C'est quand même une belle croissance. Vous êtes aussi présent en B2B. Je ne me rappelle plus la répartition entre B2C et B2B. Je ne sais pas si tu peux nous la rappeler. Alors nous, on a vraiment tous les canaux de distribution, c'est-à-dire qu'on est à la fois une D2C, puis on a vraiment l'ADN d'une D2C, on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires sur le e-commerce, et les 50% restants, on va les faire sur le wholesale, avec des partenaires qui vont revendre nos produits. Donc c'est du B2B2C, puisque finalement la cible finale, c'est quand même du particulier, mais nous, notre client, c'est un magasin, un store, un retailer. Et ensuite, on a une partie vraiment B2B en direct avec notre équipe commerciale qui va aménager et équiper des espaces de travail directement auprès de professionnels et de grandes sociétés, grands comptes comme des clients comme Chanel, Le Bon Coin, SNCF, etc. Et puis d'autres partenaires qui vont être des prescripteurs et des distributeurs de mobilier. Et cette entité-là, cette business unit, comme on l'appelle chez nous, qui est la business unit B2B, représente à peu près 30% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas rien. C'est ça que je me disais. Non, c'est un vrai business. Et dans mes souvenirs, tu as 1 ou 2 commerciaux qui sont presque à temps plein là-dessus, quoi. Ouais, actuellement, j'ai 2 commerciaux et un responsable ADV qui les aide sur toute la partie gestion de commande, facturation, suivi, expérience client, pour que les commerciaux se focus uniquement sur la partie, on va dire, transformation, identification de leads et transformation. Ok. Et donc, une prochaine phase de votre développement, c'était le développement à l'international. Donc, évidemment, il y a les USA et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Parce que il y a 2 ans, on a parlé de la France. Là, on va parler de ce que vous avez fait l'année dernière avec nous aux USA. Est-ce que là, on va être occupé à faire cette année? Mais avant ça, je vais revenir sur un point. Puisque hier, comme je te disais, j'écoutais un épisode de Qui veut être mon associé où il y avait Anthony Bourbon qui donnait son avis sur le fait que être monoproduit, inévitablement, on a moins de rétention. Donc, naturellement, quand on a moins de rétention, c'est plus dur. Et il a vu, je pense qu'il avait dit, je vois rarement des business monoproduits qui se développent et qui sont pérennes dans le temps. C'est pas le cas de Bloom Paris parce que, à ma connaissance, vous êtes un monoproduit. Même s'il y a plusieurs coloris, ça reste un monoproduit. C'est quoi ton avis sur la question et est-ce que tu as réfléchi à peut-être à te projeter à 5 ans, 10 ans avec un monoproduit? Écoute, on y réfléchit tous les jours. Après, nous, la particularité, voilà, on a la transparence de le dire. Quand on a lancé Bloom, c'est plus un projet entrepreneurial que vraiment une vision à 5 ans ou 10 ans. Voilà, la vision s'est construite parce qu'on a rencontré de succès, clairement. Hein. On ne s'attendait pas à avoir des volumes de vente aussi importants et à atteindre des niveaux de chiffre d'affaires aussi importants. Donc, petit à petit, effectivement, il a fallu qu'on construise une vision stratégique à 3 ans, 5 ans et 10 ans. Et la question du monoproduit, c'est une question qui est hyper importante. Je pense que tous les entrepreneurs qui ont lancé une boîte en monoproduit, sauf si c'est leur 2e ou 3e boîte, se demandent à un moment donné quand est-ce que ce monoproduit va arrêter d'être tendance, il va arrêter d'être vendu. Et forcément, tu dis que si tout ton business se repose sur un monoproduit, le jour où ton produit il passe un peu aux oubliettes, ta boîte, elle vaut plus rien. Donc forcément, il y a cette question de comment je me diversifie, pourquoi je me diversifie, et comment j'arrive à me diversifier de manière cohérente. Donc nous, forcément, chez Bloom, on se demande quelle est l'offre de produits qu'on peut proposer demain. On y a déjà réfléchi en train de le travailler avec des designers. Le sujet pour nous, le sujet immédiat, c'est de se dire qu'on a un coût d'acquisition qui est assez élevé pour pouvoir vendre nos produits et qu'une fois qu'on a vendu le siège Ballon Bloom, derrière, finalement, on ne capte pas notre clientèle pour pouvoir travailler ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value. C'est-à-dire se dire qu'on a capté l'audience sur un produit et que derrière, on est capable de continuer de lui proposer des produits qui font qu'elles vont avoir un panier moyen chez Bloom qui est beaucoup plus important qu'avec un simple produit. Ouais. Et donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est plus d'aller trouver rapidement des quick wins en se disant qu'en sortie de panier, on va pouvoir vendre des produits, commercialiser des produits qui ont de la valeur ajoutée pour nos clients
et qui sont dans l'univers de Blood. Donc ça, c'est le premier sujet. Et l'autre sujet, c'est de travailler des produits qui sont un peu plus complexes à développer, qui sont vraiment des produits complémentaires dans l'univers de l'amélioration du bien-être des sédentaires. Et donc là, on a différents projets qui vont venir dans les mois, qui vont être lancés dans les mois à venir. Ok. C'est quand même un gros sujet, c'est nous. On a choisi, on a fait le choix effectivement de se diversifier. Je pense que c'est important et qu'on veut pérenniser la société sur 3 à 5 ans. Maintenant, il y a beaucoup d'exemples inverses. Et moi, je me suis fait conseiller par pas mal de mentors qui m'ont dit, mais attends, tu as déjà un monoproduit, déjà gérer ton monoproduit, de l'optimiser, d'optimiser tes process en interne, d'optimiser tes gammes, de bien connaître tes personas, de bien connaître tes funnels d'acquisition, de faire ça en France, puis de le faire à l'étranger. Déjà, de faire ça, c'est déjà une roadmap qui est hyper conséquente et qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors, en plus, tu vas ajouter de nouveaux produits dans cette stratégie, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que diversifier tes produits, diversifier tes marchés, tout en consolidant tes process en interne, c'est déjà une roadmap qui est hyper costaud. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, donc c'est solide. On n'a pas fait de levée de fonds, je le rappelle, on est en bootstrap, ce qui est encore plus complexe, parce qu'on n'est qu'une dizaine de personnes, et on se rend compte qu'effectivement, il faut prioriser nos chantiers, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ça. Et après, je voulais quand même finaliser sur un sujet, c'est qu'il y a quand même beaucoup de marques, notamment aux États-Unis, qui étaient monoproduits, qu'on cherchait à se diversifier, et qui sont revenus sur du monoproduit, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ont beaucoup plus de valeur, et qu'elles sont beaucoup plus bold, on va dire, en termes de process, en termes d'acquisition, à être monoproduit. Moi, je pense à une marque qu'on suit beaucoup qui s'appelle Edgy One, qui est Athletic Green, qui vend des compléments verts, en poudre, qui te permettent de te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Et Athletic Green, aujourd'hui, ils ont un seul produit, avec différentes formes de packaging, d'abonnement, etc. Mais ils ont un produit, alors qu'ils ont été diversifiés pendant plusieurs années et qu'ils ont décidé de revenir à l'essence même de ce qu'ils savaient faire. Ouais, donc on sait que c'est 150 millions, c'est pour dire que voilà, avec un monoproduit, ils sont 150 millions. On est loin de ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça dépend de ton produit, qui peut toucher. En fait, ton marché, il est extra large, parce que c'est quasiment, pratiquement toutes les personnes qui sont sédentaires et assises tous les jours. Donc, en fait, tu en as quand même beaucoup, et qui sont, on va dire, dans le monde du travail. Je sais que vous avez tenté aussi, je pense, Bloom Kids. Je pense qu'il y avait moins de traction quand même que sur les adultes. Mais c'est vrai qu'avec ce même produit, tu peux toucher beaucoup de monde. Et puis, c'est vrai que vous, j'ai aussi l'impression que vous avez choisi le développement en international, puisque vous aviez déjà un peu sur la Belgique et maintenant sur les US. Et du coup, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est pourquoi les US? Pourquoi si loin? Sachant qu'à côté, tu as par exemple l'Allemagne qui a un gros marché. Voilà. Ah, écoute, c'est une bonne question. Chez Bloom, on fait, depuis le début, un peu moins maintenant parce qu'on se structure, on fait les choses par opportunisme. Souvent, il faut quand même se dire qu'il y a 2 stratégies chez nous de développement à l'export qui sont vraiment nos stratégies. C'est-à-dire qu'on est toujours monoproduit. Si on ne se diversifie pas en termes de produits, le premier relais de croissance, effectivement, c'est de vendre des sièges Blown ailleurs qu'en France, sur des marchés à fort potentiel. Aujourd'hui, on fait 90%, 92% de notre chiffre d'affaires en France. Donc, il y a un énorme potentiel à l'international. Il y a 2 sujets à l'international. Il y a un premier sujet où, entre guillemets, on n'y va pas en propre. Donc, on travaille avec des distributeurs. On a quand même déjà adressé 2 marchés assez importants pour nous maintenant, qui sont le Japon et la Corée, à travers des distributeurs. Donc, on a choisi effectivement de ne pas y aller en direct parce que y a la complexité de la langue, il y a la complexité de marché, il y a la complexité finalement d'adaptabilité, d'adaptation marketing. Il y a quand même des cultures qui sont très fortes dans ces 2 pays. Et donc, on a plutôt choisi de travailler avec des distributeurs qui nous achètent des quantités en volume et qui, eux, vont adapter en fait le marketing et la distribution dans ces pays. Et puis, il y a des pays qu'on souhaite attaquer en direct, on va dire, parce qu'on a le sentiment que malgré le fait qu'il y ait forcément une adaptation marketing, une adaptation à la cible, il y a quand même une culture de marché qui est plus proche de la culture qu'on connaît, qui est la culture européenne ou française. Et en fait, on a décidé de s'attaquer aux États-Unis. Alors, je dis s'attaquer parce que c'est vraiment le sujet, quoi. C'est quand même, il faut le prendre à bras-le-corps et c'est un gros marché. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un énorme potentiel. On a quand même fait des études d'éveil concurrentiel. On se rend compte qu'il y a peu de produits comme le nôtre et presque même que la concurrence est moins accrue aux États-Unis qu'en Europe. C'est assez fou. Ouais. Mais les marques de siège ballon sont plus des marques européennes que des marques américaines. Et qu'on se dit que même si c'est des investissements importants, le jeu en vaut la chandelle et que si on a la capacité d'adresser un marché comme les États-Unis, on peut avoir un potentiel de croissance qui est au-delà de ce qu'on a fait en France. D'accord.
Donc, c'est vraiment par rapport au potentiel que tu vois sur le marché, aussi l'environnement concurrentiel qui est finalement qui n'est pas énorme. Donc, ça veut dire que rapidement, vous allez bien vous positionner parce qu'il n'y a pas tant de concurrents qui vendent déjà ce même produit. Alors, j'ai envie de dire, en France, on n'a pas tant que ça non plus, même si, comme tu disais il y a quelques semaines quand on parlait, vous avez un peu de ton sentiment ouvert le marché. Mais du coup, c'est vrai qu'aller aux USA, c'est quand même, ça implique certains enjeux, notamment logistiques. Bon, marketing, voilà, on peut le faire à distance, mais je sais qu'il y a un enjeu logistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur... Ouais, après, faut se dire une chose, c'est quand je dis que notre produit, il est peu concurrentiel aux États-Unis, c'est quand même important parce que tu vois, il y a des belles marques qui se développent en France. Mais on va dire que c'est une marque de sac à dos, une marque, je sais pas, il y a différentes marques, une marque de linge de lit. Alors voilà, il y a quand même beaucoup de D2C qu'on connaît en France qui fonctionnent énormément. Je pense qu'elles trouvent leurs homologues, voire leurs homologues x10 aux États-Unis. C'est-à-dire des mêmes D2C qui ont cartonné, qui sont développés et qui sont des très très gros concurrents parce qu'ils arrivent avec une valeur, une valeur d'offre qui est vraiment différente et je suis pas sûr qu'elle puisse la trouver. J'espère pour elle. Nous, quand on regarde ça, on se dit il n'y a pas de D2C siège ballon aux États-Unis, il y a peu de marques développées, on reste sur de la marque, désolé de le dire, mais un peu de la marque chinoise importée qui se vend pas cher sur Amazon. Pas du tout en phase de notre positionnement. Donc, on dit que déjà, on a un terrain, on va dire, qui est plutôt propice pour développer notre marque. Donc, on va dire, on a toujours cet avantage concurrentiel qu'on peut maintenir aux États-Unis, que nous avons déjà en France. Le deuxième sujet, c'est qu'on sait que pour développer un pays, même un pays comme les États-Unis, on a un investissement à l'entrée qui n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour aller aux États-Unis? Il nous faut un site web. Donc, il y a quand même un sujet de déclinaison de notre site internet. On en reparlera, mais en fait, c'est un peu plus complexe que qu'on pense. On pense qu'il faut juste décliner son site, traduire les contenus. Bon, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Faut connecter les outils tiers. Voilà, il y a pas mal de choses quand même auxquelles il faut faire attention. Et puis ensuite, ce qu'il nous faut, c'est du stock sur place. Du stock sur place, c'est quoi? C'est envoyer un container, 2 containers. C'est pas hyper compliqué. Voilà, il faut préparer les produits, il faut quand même se renseigner sur les normes, il faut se renseigner sur les inscriptions, il faut bien se renseigner sur les notices avec les disclaimers. Parce qu'on a un peu peur aux États-Unis, c'est toujours le procès qui fait que la boîte elle va couler. Donc ça va quand même être un gros sujet chez nous. Donc on s'est bien renseigné avec des avocats. Et une fois que ton stock il est arrivé chez ton logisticien aux États-Unis, bon bah ce qu'il faut, c'est que tu fasses connaître ton produit pour pouvoir le vendre. Tu as ton outil de vente, ton site internet. Tu as le produit physique qui est arrivé sur place, qui fonctionne en France. On n'a même pas eu besoin d'adapter pour les États-Unis. Maintenant, c'est comment je le vends. Donc, la prochaine étape, en fait, et la grosse étape d'investissement, c'est tes campagnes publicitaires. Peut-être qu'on l'a fait en France, c'est les campagnes d'ads. Et puis, en parallèle, c'est comment est-ce qu'on arrive à être malin pour faire connaître le produit aux États-Unis tel qu'on l'a fait en France. Pour rappel, en France, on est quand même passé sur quelques émissions de télé. On a eu des beaux articles presse, des beaux relais presse qui ont quand même bénéficié à l'aura de la marque et qui ont fait décoller les ventes sur Internet. Et donc, notre question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la même chose aux États-Unis en sachant que les coûts, la presse, enfin voilà, les coûts aux États-Unis sont quand même multipliés par 5 à 10. Donc, c'est un gros sujet sur thématique, en fait, on va dire, de notoriété. Mais on peut lancer les US avec un site Internet, du stock sur place et des campagnes de publicité. Et finalement, ça a un coût pour adresser un marché aussi important que les États-Unis, qui a un coût qui est hyper intéressant et sur lequel on est prêt à s'engager et à investir. Moi, j'ai une question, c'est sur la partie prix, parce qu'inévitablement, ça doit se refléter dans ton prix, le fait que tu dois amener tes stocks aux USA parce que les produits sont fabriqués en Europe. Bah, pour te donner les prix, notre produit il est commercialisé 179 € en France. Le même produit sera commercialisé 229 $ aux États-Unis. Ouais, c'est quand même plus cher. Après, j'ai quand même le sentiment que le pouvoir d'achat aux USA il est plus important qu'en Europe. Après, je pense que ça dépend quand même des États. C'est vrai que les États-Unis, on en parlera après, c'est des États. Donc, il y a des États plus riches que d'autres. Donc, il faut être attentif là-dessus aussi. Enfin, je pense que vendre un siège à 229 $ à New York, c'est pas la même chose que le vendre dans un État beaucoup moins connu et fort en termes de pouvoir d'achat aux États-Unis. Et la logistique, ok, c'est clair. Et tu parlais du site web rapidement. Qu'est-ce qui vraiment a posé problème? C'est intéressant parce que je n'avais pas forcément pensé à la question. Donc, on sait qu'on a fait le landing page pour le crowdfunding, on en reparlera après. Mais c'est quoi la problématique pour toi du fait de refaire le site pour les US? Écoute, nous on est sur Shopify, on a pris un Shopify Plus. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, je me rends compte qu'effectivement, notre site mère, c'est le site français. C'est sur ce site-là qu'on fait des optimisations. Et en fait, par défaut, les optimisations que tu fais sur le site français ne se répercutent pas directement sur le site US. Donc en fait, tu as quand même un peu un double développement, malgré le fait qu'il y ait des choses qui soient centralisées, comme ton back-office, des choses que tu peux suivre en termes de vente, etc.
mais c'est pas exactement les mêmes sites. Moi, je pensais vraiment que c'était des sites miroirs, enfin voilà, néophytes. Et en fait, j'apprends que voilà, les développements qu'on fait sur le site FR, il faut quand même les reproduire sur le site US. Et puis après, tu as quand même une logique d'adaptation de la langue. Alors, il y a beaucoup d'applis qui existent, tu as du ChatGPT, tu as beaucoup de choses, mais tu as quand même des nuances qu'il faut réussir à apporter. Quelqu'un qui est vraiment... Enfin, un Américain, il va tout de suite comprendre la manière dont le site il a été rédigé. S'il se rend compte qu'il y a eu un peu de translation qui a été faite depuis un Français, ça va pas forcément lui donner confiance. Donc en fait, on a vraiment eu un process de traduction qu'il a fallu mettre en place avec potentiellement une première brique sur du ChatGPT, puis de la relecture par une personne américaine native qui va venir corriger ce qu'on fait pour qu'on soit sûr que le discours et les mots qu'on utilise soient vraiment adaptés au marché américain et retranscrivent bien les spécificités de notre produit et de notre marque. Et moi, je voulais revenir sur le discours, mais plutôt qu'en parallèle la page qui était dédiée au crowdfunding, s'il y a des choses que vous aviez adaptées dans le discours, changées, ajoutées, qui ne sont pas forcément sur le discours français, parce que je te donne l'exemple de l'argument phare en France, c'est souvent le Made in France ou le Made in designé en France. Est-ce que c'est un argument qui peut être aussi fort dans d'autres pays? C'est à voir, et donc ça peut évoluer. Mais si je reprends un peu votre lancement sur les US, je pense que vous êtes assez vite dit que vous allez faire une nouvelle campagne de crowdfunding sur les USA. Vous en avez déjà fait une en France. Est-ce que c'est lié au fait que vous avez déjà fait une campagne en France, ou est-ce que peut-être que tu avais constaté ou observé que pour se lancer sur un nouveau marché, notamment aux USA, c'est bien de faire du crowdfunding? Alors, le crowdfunding aux USA, il y a différentes raisons. On avait le choix d'y aller en direct avec notre site, puisque maintenant, voilà, on sait commercialiser les produits, on sait comment parler à notre cible, etc. En fait, la réalité, c'est que le stock n'était toujours pas livré aux États-Unis, parce qu'il y avait quand même des spécificités, des notices à réimprimer, des choses comme ça, qu'il fallait finaliser toute la mise en ligne et le setup avec le logisticien. Et en fait, on voulait pas perdre trop de temps et on voulait quand même commencer à lancer le produit sur le marché américain. Et l'avantage du crowdfunding, je pense que tout le monde le sait, c'est que tu peux commercialiser tes produits en disant aux personnes qui vont faire cette précommande qu'elles vont être livrées dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de prendre du terrain sur le marché américain et de se dire qu'il y avait une date de lancement qui était la rentrée, qui était septembre 2023. Et qu'en septembre 2023, il fallait que Bloom commence à être présent sur le marché américain. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire une campagne de crowdfunding, parce que les produits n'étaient pas encore disponibles à la vente immédiatement si on l'avait fait sur notre propre site e-commerce. Ok. Et c'était quoi pour toi les grandes étapes de préparation de cette campagne? Il y a eu beaucoup d'étapes. Alors, on avait lancé nous Bloom Paris en 2018 en France en faisant une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, on avait quand même quelques informations. Moi, je m'étais bien renseigné au préalable. Je suis tout à fait transparent avec toi. On avait quand même des attentes fortes et élevées sur le volume de vente aux États-Unis. On reviendra sur les conclusions à la fin, mais ça a pas, voilà, on n'a pas reaché ce qu'on souhaitait reacher aux États-Unis sur la campagne de crowdfunding. Par contre, on s'est vraiment bien préparé et on a, à mon sens, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur cette campagne. On a benchmarké des agences aux États-Unis qui ne font que ça, des lancements de Kickstarter. Bon, on s'est rendu compte que les montants étaient quand même hyper importants, entre 50 et 100 K. Donc, c'était quand même un gros budget. Surtout qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on savait faire nous-mêmes. Donc, on a préféré internaliser. Forcément, on a été moins vite. On internalise, là, en l'occurrence, on était moins vite qu'avec une agence. Quand vous internalisez quelque chose, excuse-moi. On a décidé effectivement de travailler. Alors, il n'y a pas de doute, tu représentes notre agence digitale. Donc, on a décidé de travailler avec l'agence avec laquelle on travaillait sur la partie publicité. Ouais. On a décidé de travailler effectivement avec Gainfree sur la partie landing page. Ouais. Et on a travaillé, nous, en interne aussi, sur toute la partie création de contenu, c'est-à-dire tourner la vidéo Kickstarter, travailler sur la construction de nos rewards, travailler sur toute la partie wording, etc. Donc, c'est nous qui avons tout fait en interne. Et puis aussi de travailler sur le séquençage de cette campagne de crowdfunding, parce qu'on a vraiment fait une période de pré-launch, ce qu'on appelle vraiment de pré-lancement, une période de lancement et une période après lancement. On a vraiment scindé en 3 cette campagne de crowdfunding.
pour rester dans les standards qui sont recommandés aujourd'hui quand tu lances ce type de campagne. Ok. Donc, si je dois résumer, il y avait la préparation de la page de crowdfunding, du discours, la préparation des ads, de la stratégie en elle-même, puis après des ads, et puis après on lance. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie en fait dans les grandes étapes de préparation? En fait, il y a eu 3 temps forts. Il y a eu la partie pré-launch. Donc, juste pour revenir dessus, la partie pré-launch, l'idée, en fait, c'est de faire une landing page sur une URL américaine et de générer un maximum de trafic sur cette landing page pour dire à l'audience, coucou, on s'appelle Bloon, on arrive sur le marché américain et on va lancer une campagne de crowdfunding dans 6 semaines. Okay. Si vous voulez faire partie de l'aventure, réservez votre place, entre guillemets, parce que il va y avoir ce qu'on appelle les rewards, donc c'est-à-dire des niveaux en fait de précommande. Et si vous voulez avoir le meilleur tarif au moment du lancement de la campagne de crowdfunding, bénéficier de la plus grosse promotion et le meilleur tarif d'achat, inscrivez-vous, vous serez prévenu dans les premiers et vous pourrez bénéficier en fait de ces précommandes limitées. Voilà. Il y avait à peu près 250 voire 500 pièces sur des tarifs hyper agressifs. Et donc l'idée c'était de donner envie à ces personnes-là de s'inscrire pour découvrir le produit lors du lancement et bénéficier de ce tarif le plus avantageux possible. Donc cette landing page, nous on l'a créée. Il y avait 2 niveaux sur la landing page, ce qu'on a appelé les VIP et les non-VIP. C'est-à-dire que tout le trafic qu'on générait sur la landing page, premier objectif c'était de capter les emails, tout simplement. Donc de récolter les emails des personnes qui visitaient la page, pour pouvoir en fait ensuite avoir un workflow d'email jusqu'au lancement de la campagne de crowdfunding et chauffer l'audience pour qu'au moment du lancement, il y ait un maximum de personnes qui ont renseigné son email qui deviennent des clients. Ouais. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau VIP. Donc ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais jamais testé en France, mais quand on s'est renseigné sur les campagnes de crowdfunding aux US, on s'est rendu compte que tout le monde faisait ça. Okay. Un truc qui me paraît assez improbable, mais on l'a vérifié, hein, ça s'est vérifié. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur cette landing page fassent un dépôt d'$1, donc vraiment renseignent avec leur carte bleue et fassent un dépôt, donc payent $1 pour réserver la meilleure promotion au moment du lancement du Kickstarter. Et okay. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Bloon, qui ne connaissent pas Bloon, qu'on a capté via des publicités, qui sont arrivées sur la landing page, sont prêtes à payer $1 pour réserver la meilleure promotion au moment du crowdfunding. Ok, c'est compris. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment, il y a des personnes effectivement qui ont fait des dépôts d'$1. On n'a pas qu'une, on a eu à peu près 300 dépôts d'$1. D'accord, mais évidemment dans les 300, tous n'allaient pas forcément profiter de la promotion. Et c'est vrai qu'on avait, pendant discuté avant le podcast, il y avait certains KPI cibles que vous aviez en fonction des personnes qui soit étaient VIP ou non VIP sur les taux de conversion, parce qu'après c'est pas le tout de récolter des adresses email. Il faut ensuite que d'ailleurs, tu as de la conversion, quand tu lances la campagne et que tu avais un stock limité, tu peux rappeler les stocks, c'était entre 250 et 500, c'est ça? Ouais, on avait ce qu'on appelle la première rewards avec vraiment un 45% de discount par rapport au prix public. Et on avait à peu près 200 pièces dispo. Et après, tu avais un 35% de discount jusqu'à 500 pièces écoulées. Et après, tu as autour de 25% de discount. Donc l'idée, c'est que tu avais vraiment l'accès VIP pour les personnes qui avaient mis $1 et tu avais à peu près 500 pièces sur les 72 premières heures avec un tarif ultra réduit. Ouais. Est-ce que je voulais revenir sur la landing page de récolte d'emails, parce que voilà, je trouve qu'elle était ultra bien faite. Après, on l'a réalisée avec vous, donc évidemment, je suis un peu subjectif, mais est-ce que tu peux un peu nous rappeler un peu comment a été structuré au niveau du discours et de comment en fait on a attaqué le marché US avec cette landing page-là? Sur la landing page, on a vraiment essayé de raconter une histoire. L'idée, c'était de partir de problèmes consommateurs. Donc, le problème consommateur qu'on a identifié en France et qu'on peut retrouver aux États-Unis, c'est des personnes qui sont trop sédentaires et qui souffrent de mal de dos. Et la solution, c'est plus de mobilité dans ta routine quotidienne. Et cette mobilité, nous, on l'apporte avec le siège Ballon Bloon. On a vraiment construit comme un entonnoir. C'est-à-dire, effectivement, vous avez des problèmes de dos, découvrez un nouveau type d'assise qui va pouvoir résolutionner vos problèmes de dos. Ouais. Et voilà pourquoi ça va vous apporter plus de mobilité et vous allez avoir moins mal au dos. Voilà ce que ça fait sur votre corps. Et voilà pourquoi le produit, il est bien. C'est vraiment ce qu'on a fait sur cette landing page. On a bien structuré les contenus, on a bien structuré l'argumentaire et on a fait quelque chose de joli en adéquation avec le positionnement design de la marque.
Donc finalement, en te basant sur les arguments que tu connaissais déjà, sur ce qui fait tiquer les clients, que ce soit au niveau de la problématique, des éléments de réassurance et des Ouais. bénéfices produits. Ouais, Il n'y tout à fait. a pas vraiment eu de changement par rapport à ce qu'on fait déjà sur la France. Non, il y a peu de changements et t'en parlais tout à l'heure. C'est encore un sujet, nous on est encore, on va dire, en exploration, mais pas en exploitation sur ces sujets-là. C'est-à-dire de savoir quels sont les arguments qui font mouche aux États-Unis. Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui font mouche en France? Ouais. Aujourd'hui, sincèrement, je te le dis, on le sait pas. Mais c'est On va tester des choses. Est-ce qu'effectivement, je sais qu'en France, le fait que ce soit créé par un ostéo et le fait que ce soit fabriqué au Portugal, c'est deux arguments qui sont forts, qui nous différencient beaucoup de la concurrence. bien sûr. Bon, créé par un ostéo, déjà, ostéo aux États-Unis, c'est pas vraiment le terme. On dit un manuel thérapeute. Les métiers de la santé sont pas exactement les mêmes qu'en France, donc il faut quand même adapter le discours, le type de profession, parce que c'est pas exactement la même chose. Et puis, est-ce que le Made in Portugal a du sens aux États-Unis? Bon, voilà, que ce soit une boîte française par rapport à notre cible, nous, on pense que ça a du sens, parce que la France, aux États-Unis, c'est toujours le design, la haute couture, la bonne bouffe, donc potentiellement un produit de qualité qui a été fait par un designer français. Il faut jouer là-dessus. Positionnement-là. Ouais. Là, à ce que la production soit faite au Portugal et en Europe, je sais pas quel poids ça a aux États-Unis. Tu vois, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on met un peu moins en avant que chez le français. Je pense design sur la France, c'est un truc qui va clairement aider, sur lequel il faudra axer beaucoup. Donc, je garde ça en tête pour les campagnes. Oui. Et c'est vrai que niveau campagne, bah, tu l'as pas précisé, mais on a fait des campagnes sur Meta, un peu sur Google. Je pense pas que sur Google, on a mis des gros budgets, parce que là, bah, c'est logique que Google, il n'y avait pas encore tant de d'intention de recherche à les capter. Enfin, oui, on pouvait le faire, mais ça allait peut-être coûter de l'argent. Je sais plus ce qui était fait exactement sur le coup, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que tu te rappelles sur Google ce qui était fait? Après, on parlera de Meta. Sur Google, non, sur Google, c'était principalement sur notre marque, en fait. L'idée, c'était de se dire qu'on allait retargeter des personnes qui allaient taper le nom de marque Bloom Paris. Et après, je crois qu'il y avait quand même quelques mots-clés qui sont très, très core business avec notre produit, vraiment du siège ballon, donc c'est Sitting Ball aux États-Unis, ce genre de choses, mais pas, on n'allait pas sur des mots-clés, on va dire long train ou trop génériques qui sortent vraiment du produit en lui-même. Ouais, c'était ça. Par contre, sur Meta, ça, j'en sais un peu plus. On avait structuré les campagnes avec acquisition et retargeting. Donc, retargeting, ça n'a pas trop marché dans mes souvenirs sur le fait d'aller chercher les gens qui avaient déjà été exposés à la landing page et qui n'avaient pas converti. Ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est que si vous faites une campagne de crowdfunding et vous essayez de recibler les gens qui ne se sont pas inscrits la première fois, ça ne marche pas tant que ça. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais ça ne marche pas tant que ça. Et, non, on n'a pas eu de très bon retour sur la partie remarketing. Ouais. Et puis l'acquisition, là, je voulais venir là-dessus avec toi. Donc déjà, dans tout stratégie d'acquisition, il faut connaître ses budgets et son coût cible. Donc ça peut être un CPA cible, un CPL cible. À ce niveau-là, comment tu avais approché la chose? Est-ce que tu avais une idée en tête très claire sur ton CPL cible, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est plutôt fait au fur et à mesure en fonction des résultats de la campagne? Comment tu avais franchement, on avait bien bossé. On a travaillé sur un beau tableau prévisionnel sur Drive. Vraiment, on avait vraiment bien construit les choses. L'objectif, c'était quoi? C'est de partir de l'objectif. C'est de se dire qu'en fait, on voulait vendre tant de quantité. Donc, en fait, on avait un objectif surtout de tant de quantité dans les premiers jours. Parce que, pour rappel, une campagne de crowdfunding, ça se joue au début et à la fin. Si tu veux que ta campagne de crowdfunding elle fonctionne bien, il faut surtout que ça se joue dans les premiers jours, dans les 48, 72 premières heures. C'est pour ça que tu fais une campagne de pré-launch, principalement. Ouais. C'est-à-dire que tu vas payer assez cher, finalement, des leads qui sont censés être des leads semi-qualifiés, qui vont acheter dans les premières heures et les premiers jours de ta campagne de crowdfunding pour montrer que la campagne, elle monte, qu'il y a un intérêt, et qu'ensuite, de manière organique, la plateforme de crowdfunding va mettre en avant ta campagne. Donc, nous, on avait l'objectif quand même de vendre entre 250 et 500 pièces dans les 72 premières heures. Et donc, partant de ce constat-là, tu dis 250-500 pièces. Ensuite, tu as des ratios de conversion qui sont plutôt établis, que tu trouves sur Internet, sur des sites spécialisés. Tu dis qu'il y a 30% des personnes VIP, donc payer un dépôt d'$1 qui vont convertir. Moi, ça me semblait faible. C'est-à-dire que tu te dis que sur 100 personnes qui ont payé $1 sur la landing page, il n'y en a que 30 qui vont acheter ton produit. Donc, il y en a 70 qui ont mis $1 et qui vont jamais acheter ton produit. Moi, je trouvais ça assez fou, mais finalement, ça s'est avéré correct en termes de taux de conversion. Et par contre, tu n'as que 1% des personnes qui vont laisser leurs emails qui vont acheter le produit au moment du lancement de la campagne. Donc, avec ces taux-là, 30% sur les VIP, 1% sur les non-VIP, tu te dis combien il faut que j'ai de personnes non-VIP, VIP,
pour pouvoir faire entre 250 et 500 ventes dans les 72 premières heures. Et en fonction de ça, en fait, on s'est mis un coût par lead d'à peu près, allez, on va dire entre 3 et 5 dollars sur les non-VIP et autour de max 30 dollars sur les VIP. Et donc, par rapport à ça, tu te fais un calcul et tu te dis, bon, bah voilà, j'ai une enveloppe de temps pour pouvoir générer des ventes sur ma campagne de crowdfunding. Oui, c'est hyper clair. Et donc, c'est que pour avoir ce coût par lead cible et ce coût par achat à 1 dollar, bah, tu avais déjà un CPA en tête et un volume que tu recherchais, ce qui t'a permis ensuite de déduire le CPA. En fait, c'est facile en fait, à calculer, mais il faut y penser, quoi. Parce que si tu le fais pas, en fait, tu peux vite te retrouver à deviner et dire bah, c'est 1 dollar, 3 dollars, 5, 10 dollars. Et, Ça te permet deux choses. Ça te permet d'avoir quelque chose d'assez analytique en me disant, OK, il faut que je génère 300 ventes dans les 72 premières heures. Je vais avoir 100 VIP et 200 non-VIP. Donc, mécaniquement, il faut que j'aille chercher tant d'adresses email, il faut que j'aille rechercher tant de déposits à 1 dollar. exact. Et pour faire ça, j'ai une enveloppe j'ai un CPA qui va jusqu'à 5 dollars pour les non-VIP et jusqu'à 30 dollars pour les VIP. Voilà. Et donc, ça te permet de construire ton enveloppe. Ça te permet, de construire ton enveloppe, d'avoir un raisonnement qui est cohérent. Et ça te permet aussi de pouvoir caper l'agence qui va gérer tes campagnes en leur disant, voilà, mes objectifs cibles, c'est ça. Si je les dépasse, si je fais x2, x3, je suis bancal et ça va pas fonctionner. Bien sûr. Ok, maintenant que ça s'est réglé, je voulais peut-être aborder avec toi, la partie audience, la partie publicitaire, donc c'est-à-dire les messages qu'on a adoptés, les formats. Donc, partie audience, je pense qu'il y avait une grosse question qu'on avait au départ et que je pense que beaucoup pourraient se poser si je suis en sujet de ça, c'est est-ce que je me lance sur tous les États-Unis ou est-ce que je fais État par État? Et ça, c'est vrai que franchement, en y réfléchissant beaucoup, en regardant la taille des audiences, on s'est vite rendu compte que cibler tous les USA, ça allait peut-être être un peu large en termes d'audience et peut-être qu'il y aurait du déchet parce que pour ceux qui connaissent la plateforme Meta, je pense qu'il y en a qui la connaissent vu que vous m'écoutez, c'est que si vous demandez à Meta d'avoir des leads pas chers, il va vraiment donner des leads pas chers. Et donc, il va aller chercher sur des endroits, peut-être des États où ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, on ne sait pas forcément si c'est eux qui vont acheter derrière. Donc, nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire, là, tu pourras nous en dire plus, c'est de choisir les États sur lesquels on voulait être présent et donc diffuser nos publicités. Ouais, tout à fait, tu as raison. Je pense que les gens ont conscience. Hein, tu prends une carte, tu regardes la taille de la France, tu regardes la taille des US. Les US, c'est pas un pays, c'est un continent. Donc, quand tu dis que tu attaques les US, ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, il y a des modes de consommation qui sont quand même assez différents. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir dans quel état on avait plus de chances de commercialiser notre produit. Notre réflexion, elle a été double. Premièrement, c'est d'avoir plutôt une veille générique. C'est-à-dire déjà, quels sont les États qui achètent le plus sur Internet. Donc, voilà. En fait, tu te rends compte qu'il y a quand même 7 États aux États-Unis qui ont un niveau de consommation beaucoup plus élevé que les autres sur les achats web. Donc déjà, ça te donne un ordre d'idée. Ouais. Et en plus, dans ces 7 États, on a quand même essayé de cibler les zones où il y avait des potentiels financiers plus importants sur un produit comme le nôtre. C'est déjà le cas en France, ça reste plutôt une cible CSP+. Ouais. Et donc, en fait, on a rapidement ciblé 4 États. On va dire 4 États qui sont quand même réputés aux États-Unis, c'est-à-dire New York, spécifiquement, San Francisco, si je grossis, alors c'est un petit peu plus large autour de la Californie, un petit peu plus large autour de l'État de New York. On a ciblé le Texas avec Dallas et on a ciblé la Floride avec Miami. Ouais, les plus connus. 4 États qu'on a choisis, les plus connus, là où il y a quand même des niveaux d'activité qui sont forts et finalement des États qui sont quand même assez différents. Donc en plus, en testant ces 4 États-là, tu testes quand même 4 zones des États-Unis qui sont assez différentes. Voilà, les comportements de consommation à New York sont quand même assez différents de San Francisco. C'était pas forcément les mêmes appétences, la même manière de consommer. Dallas, c'est pareil. Voilà, on dit que c'est un peu le centre des États-Unis. C'est le Texas, il y a beaucoup d'argent, mais c'est un peu de la consommation primaire, de la consommation, voilà. Et donc, on voulait voir comment ça se passe. Et puis Miami, qui est un peu différent, qui est un peu un entre-deux de tout ça. Donc, c'était intéressant de tester. Donc, on a quand même vraiment ciblé ces zones géographiques. Et une fois qu'on a ciblé ces zones géographiques, on a commencé à cibler des intérêts pour essayer d'avoir des audiences qui soient plus restreintes et ne pas exposer le budget sur des audiences larges. Bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé ciblage large. Donc là, je suis en train de regarder les stats que j'ai sous les yeux. Là, globalement, nos meilleures audiences, vous allez être... les marketeurs vont être contents de l'entendre, c'est une lookalike sur les clients français.
Comme quoi, les lookalikes, pour s'inscrire dans un marché international, enfin, en dehors du pays où on est d'habitude, ça peut très bien marcher. Et puis après, on avait en effet des cibles affinitaires qu'on connaissait bien. Donc, on avait télétravail, on avait des lookalikes également sur du prospect. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on avait des prospects, on a fait des lookalikes sur ces prospects-là. Et j'en vois encore une autre qui a bien fonctionné sur une audience d'intérêt sur les pages de crowdfunding. Typiquement, les pages Kickstarter, l'intérêt crowdfunding. Et après, ça coûtait un peu plus cher, mais voilà, globalement, c'était un peu les audiences affinitaires qu'on avait. On avait plusieurs et je pense qu'on a testé 8, 9 au total. Donc, c'est pas énorme, mais on a quand même testé suffisamment pour vraiment avoir l'appétence sur les produits et sur la campagne de crowdfunding. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, c'est autre chose que je vais dire là-dessus. Toi, tu peux dire également, mais en tout cas, ce que je peux dire, une autre chose que je peux dire, c'est que j'ai vraiment trouvé que les CTR aux États-Unis, ils étaient très élevés, vraiment beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait. Alors derrière, les CPM sont vraiment très élevés aussi. Donc les CPM, c'est le coût de la publicité. Et là, il était à, voilà, je vois 27 €, alors que les CTR, ils étaient à 4,6%. C'était énorme, quoi. En France, avoir 4,6%, j'ai rarement vu ça, surtout quand on met ces montants-là. Ouais, bah c'est sûr, on a le sentiment. Après, nous, on est encore en train de défricher. Hein. Je ne peux pas te parler en tant qu'expert des US. J'espère que dans 3 à 5 ans, s'il y a une success story de Bloom aux États-Unis, on aura des insights et des learnings de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Pour l'instant, on est vraiment toujours en mode exploration. C'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, on a quand même déjà des tendances qui se dessinent. On se rend compte que tout coûte plus cher, enfin, et au-delà de coûte plus cher, c'est que tout est fait de manière plus importante. Enfin voilà, c'est vraiment le sentiment qu'on a des métriques qui vont ne pas du tout être les mêmes qu'en France, qui vont tous être multipliés par un pourcentage important. J'espère que les ventes feront également partie de ce process de multiplication. Non, mais non, ce qui est sûr vraiment, c'est que, comme tu dis, tout est plus grand. Après, voilà, j'ai encore les stats des campagnes, je peux pas toutes les donner, mais les campagnes aussi de vente directe, c'était tout aussi élevé. C'était du 3% et demi. C'était assez important par rapport à ce qu'on a sur la France. Mais derrière, c'est vrai que les CPM sont, enfin, de là, je peux le donner, il n'y a pas de souci, de l'ordre du 30 €. Enfin, là, on était en euros, parce qu'on avait les comptes en euros, 30, 35. Donc, c'était assez élevé, alors qu'en France, avoir un CPM de 30 €, c'est inédit, limite, c'est très rare. Souvent, on est en dessous de 10 €. Donc, ça coûte 4 à 5 fois plus cher. Par contre, si je reviens vraiment à la partie publicitaire, ça c'est aussi un truc intéressant qu'on peut partager, c'est les messages. C'est quel message tu adresses. Donc évidemment, on avait les messages USP, donc c'est-à-dire sur le problème que tu résous. Mais je pense qu'il y a aussi une composante importante, c'est de dire dans le message, en fait, la réduction que la personne allait avoir. Est-ce que tu te rappelles de ça, comment on l'avait tourné? Là, moi, j'ai des pubs sur les yeux, donc je te laisse aussi parler. Je pourrais me le faire à ta place. Ouais, non, je me souviens, c'est important, c'était important en fait sur la campagne surtout de pré-launch et même la campagne de crowdfunding quand même, parce que tu fais ces campagnes-là, c'est parce que les personnes, elles vont faire confiance à ton produit et sont prêtes à l'acheter en précommande, en échange de quoi? En échange d'un tarif réduit, c'est quand même hyper important, c'est le sujet. Donc l'angle pricing était un angle important sur nos campagnes et effectivement, on le tournait souvent en pourcentage de remise. Ouais. 40% off par rapport au MSRP, c'est-à-dire au prix public pratiqué. Voilà. C'est vraiment l'angle d'attaque qu'on avait sur la partie pricing sur les ads. C'est ça. Il y avait beaucoup le VIP price aussi, je vois qui était mis en avant. Et c'est vrai qu'en effet, le plus souvent, c'était en pourcentage, mais il y avait le pré-VIP et il y avait également un call to action qu'on avait mis, genre le place a $1 deposit and save. Et là, on avait mis le temps qu'ils allaient économiser. Donc, il y avait aussi des pubs comme ça, mais qui est ça que je ne sais pas préciser, qui était une campagne à part dans laquelle là, on optimisait à l'achat pour avoir des paiements à $1 le moins cher possible. Donc voilà, globalement, techniquement, ce qui était fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur vraiment le pre-launch, donc avant vraiment le lancement sur la plateforme de crowdfunding? Non, mais le pre-launch a été plutôt une bonne étape. Ça nous a coûté un petit peu plus cher que prévu, je pense. On a eu des coûts qui ont été maîtrisés, mais on n'a pas généré autant de leads que ce qu'on souhaitait. Je pense qu'on n'était pas loin de faire ce qu'on voulait, mais pas exactement. Donc la campagne de pre-launch, ça a été quand même un bon moment de la campagne. Ce qui a été plus compliqué, c'est ce qui se passe après, c'est le lancement. C'est qu'en fait, il y a plusieurs plateformes aux États-Unis, mais notamment la plus grosse qui est Kickstarter, qui est vraiment une plateforme de découverte de nouveaux produits. Et en fait, Kickstarter a un process de validation des campagnes de crowdfunding qui est assez drastique. Et
est assez incompréhensible, c'est-à-dire que effectivement, tu n'as pas le droit de lancer un produit qui aurait déjà été lancé sur le pays en question. En l'occurrence, on n'avait pas vendu de produit aux États-Unis. Donc, on se disait qu'il y avait de fortes chances qu'on puisse le commercialiser via Kickstarter. Et en plus, on avait apporté des modifications, donc souvent ce qui s'appelle des V2 de produits. Et tu te rends compte sur Kickstarter qu'il y a beaucoup de produits qui ont été lancés sur leur première phase de lancement sur Kickstarter, et ils reviennent 2-3 ans après en mode c'est la V2, on a optimisé ça, et Kickstarter lance ses campagnes sans aucun problème. Il y a quand même 90% de chances de succès, tout en se disant qu'il y avait 10% de chances que Kickstarter refuse la campagne parce que notre produit est déjà commercialisé en France et en Europe, et que voilà, il fallait qu'ils acceptent la V2. Et en fait, malgré tout le dossier qu'on a monté, on a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que Kickstarter n'acceptait pas le projet. Donc ça faisait quand même une grosse douche froide en interne, sincèrement, parce que tu fais toute ta campagne de pré-launch. Et en fait, tu peux pas faire ta demande sur Kickstarter très en amont. En fait, c'est-à-dire que le moment où il accepte, ta campagne elle va être lancée, en fait. Donc, en fait, vraiment horrible de leur part, parce que c'est vrai que chaque question que je m'étais posée, je m'étais dit mais pourquoi ils l'ont pas fait avant qu'on fasse le pre-launch, mais évidemment la réponse est toute indiquée, c'est que tu pouvais pas le faire avant. En fait tu peux la décaler un petit peu dans le temps, mais le truc c'est qu'il faut que tu construises toute ta page, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu construises toute ta page sur Kickstarter, il faut que tu construises tous tes rewards, donc c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour qu'ils acceptent la campagne, c'est pas juste écrit je veux vendre un siège ballon, et puis 2-3 photos ils acceptent. Non, il faut que tu aies noté ta campagne, il faut que tu aies renseigné les informations sur ta société, le compte bancaire, il faut que tu aies créé ta one-page Kickstarter, il faut que tu aies créé tes rewards. Ça prend vachement de temps. Il faut que tu aies ta vidéo, il faut que tu aies tes contenus photos. Donc, on a mis beaucoup de temps. On a fait un visuel spécifique pour Kickstarter. Et quand on a fait la soumission de la campagne, qui doit être acceptée en 3 jours, déjà, ça n'a pas été en 3 jours. Et ensuite, les mecs te répondent par email, sincèrement, en 3 lignes. Non, on n'accepte pas la campagne, vous ne répondez pas aux critères qui sont cités dans la charte, voici le lien vers la charte. Aucune personne au téléphone, personne qui t'explique, aucun moyen de recours. Donc, ça a été la douche froide. On a vraiment eu vraiment du mal à l'accepter. Et en fait, comme toujours, quand tu es entrepreneur, il faut que tu trouves des solutions. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre toute cette campagne de pré-launch à l'eau. Et on a quand même vraiment bossé sur les contenus, etc. Et donc, on s'est réorienté vers une plateforme qui s'appelle Indiegogo, mais qui est une plateforme qui a moins d'aura que Kickstarter, enfin qui n'est pas utilisé de la même manière. Indiegogo, on est quand même un peu plus sur du produit tech, et généralement en fait c'est des campagnes sur Kickstarter qui ont bien fonctionné et qu'on continue de diffuser sur Indiegogo une fois qu'elles sont fermées sur Kickstarter pour continuer de prendre des précommandes parce que le site internet n'est toujours pas lancé. Voilà. C'est un peu le fonctionnement de plus en plus utilisé aux États-Unis par Indiegogo. Donc, l'avantage, c'est qu'Indiegogo, en fait, n'a pas de process de validation. Donc, on a tout mis sur Indiegogo, nous, on ne le savait pas. On met tout sur Indiegogo, on se dit, putain, j'espère qu'on va être accepté. Et en fait, tu es accepté tout de suite. Tu cliques sur soumettre et ils te disent, OK, c'est bon. Il n'y a pas 2, 3 jours, 5 jours, c'est tout de suite accepté. C'est pas du tout le même mindset que Kickstarter. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a trouvé une solution alternative. Le désavantage, je pense, c'est qu'il y a une puissance qui était moins forte que sur Kickstarter. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'on n'a pas atteint les milestones qu'on attendait en termes de vente sur cette campagne? Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas tout attribuer à Indiegogo. En tout cas, je pense que ça a participé au fait qu'on vende moins de produits que ce qu'on espérait vendre. En fait, moi, la question que j'allais poser, avant vraiment qu'on passe sur la partie vente, c'est au moment où vous êtes refusé sur Kickstarter, la campagne devait normalement être lancée quelques jours plus tard, donc il y a eu un retard, en fait, du point de vue de votre liste VIP et de votre liste email, c'est que c'était prévu une certaine date. Je me rappelle plus si vous aviez donné la date, justement, dans la date du lancement à ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur la partie de délai? En fait, le truc, c'est que tout ce qu'on a fait sur la partie pré-launch, effectivement, on avait des contacts à la fois VIP et non VIP. Donc après, ils sont rentrés dans un workflow d'email. On a envoyé entre 6 et 8 emails différents pour les chauffer, en leur faisant des interviews qu'on associe ostéopathes, en leur disant comment ils allaient utiliser leur bloom, en leur représentant les différentes couleurs. Et effectivement, dans les derniers emails, tu avais la date précise qui devait être annoncée, sauf que tant qu'on n'était pas validé sur Kickstarter, en fait, on n'a pas voulu annoncer une date. On me disait que dans les 15 prochains jours, on va vous annoncer la date, stay tuned, etc. La date va arriver. Et quand on a su que Kickstarter n'était pas validé, effectivement, ça te remet en question parce que tu dis, attends, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ils sont là, tu leur envoies des emails, tu leur dis dans 2 semaines, c'est mieux. Et en fait, c'est pas bon. Donc, effectivement, il a fallu qu'on attende d'avoir
la campagne qui soit mise en ligne sur Indiegogo. Donc, il a fallu rajouter certaines choses parce que c'est pas les mêmes plateformes. Tu peux pas exactement faire un copier-coller de ce que tu as déjà fait sur Kickstarter. Et donc, on a dû décaler d'une bonne semaine et demie. Oui. Et donc, renvoyer des emails, rechauffer l'audience, etc. Donc, ça a été effectivement quelque chose, à mon avis, qui nous a desservi, clairement. Ouais, moi, mon sentiment, c'est qu'en effet, c'est que si tu démarres ta campagne, je me rappelle, on n'a pas forcément précisé, on était en juillet, qu'après, tu fais ton vrai lancement, je pense, fin août, ou j'ai plus souvenir exactement maintenant, je dis peut-être une bêtise. C'était quand exactement, tu te rappelles? À la base, on devait faire vraiment tout début de septembre, mais en fait, on a plutôt lancé mi-fin septembre. Voilà, c'est plutôt mi-fin septembre. Donc, en fait, tu perds vraiment 2 semaines sur ton planning. Et j'ai vraiment l'impression que dans des campagnes comme celle-ci, ça doit aller très très vite. Vraiment, on rentre dans la séquence et 2-3 semaines plus tard, il y a le lancement. Et ça, je suis sûr que c'est le truc qui vous a encore plus desservi que la plateforme. Après, comme tu disais, la plateforme, c'est vrai que une fois que tu as un peu de traction, tu fais quelques dizaines, voire peut-être centaines de ventes, à mon avis, tu as une traction organique, ils te mettent dans leur newsletter. Je sais pas si ça se fait comme ça, ou alors ils te mettent plus en avant sur la page Kickstarter ou dans les différentes catégories. Donc ça n'a pas dû aider. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on revienne du coup sur la suite. C'est qu'une fois que vous avez lancé sur Indiegogo, qu'est-ce que vous avez fait à la fois en termes email et campagne et après, voilà, qu'est-ce qui fait que le résultat n'a pas été atteint? Alors, ce qui fait que le résultat n'a pas été atteint, effectivement, on se pose la question, c'est du débrief après campagne. En tout cas, ce qu'on a fait pendant la campagne, c'est qu'on a continué les campagnes. Enfin, déjà, on a relancé toutes nos audiences en pré-launch. On s'est rendu compte qu'on avait des taux de conversion qui étaient quand même un petit peu en deçà de ce qu'on a tenté. On n'a pas vraiment atteint les 30% sur les VIP, ni les 1% sur les non-VIP. On a quand même eu un volume qui était moins important. Et surtout, en fait, des achats qui sont plus faits dans la longueur que ce qu'on espérait. Oui. On espérait vraiment que toute l'audience pré-launch qu'on avait ciblée par email allait acheter dans les 48 heures. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. On a quand même eu un bon montant tout de suite. Et en fait, ça s'est beaucoup tassé par la suite et ça s'est plutôt fait de manière sporadique en fil rouge. Et en plus de cette campagne de pré-launch, on a, pendant le lancement, pendant la campagne, continué les ads sur Google et sur Facebook pour générer des conversions sur la page Indiegogo. Et les ads ont moyennement bien fonctionné. On avait quand même des coûts par achat très élevés. Ouais. On a été obligé de réduire en fait les montants qu'on avait estimés. On avait quand même des bons montants d'investissement sur la première semaine. On sait que ça allait vraiment cartonner. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les retours sur investissement n'étaient pas ceux attendus. Donc, on a été obligé de revoir drastiquement à la baisse en fait le budget et les ambitions de quantité de vente assez vite. Pourquoi la courbe des ventes justement sur déjà, la campagne a duré combien de temps exactement sur la campagne a duré 40 jours, je crois. Elle a duré 40 jours. Ouais. Entre le début et la fin, donc tu dis que ça a été progressif. Est-ce qu'il y a des jours, des moments où ça a été plus fort que d'autres? Parce que évidemment, la fin, je pense le début, la fin, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les campagnes de crowdfunding, c'est les premiers jours et le dernier jour. C'est vraiment là où on avait les plus gros montants de vente, comme d'habitude. Et puis après, quelque chose d'assez continu, d'assez linéaire sur le reste de la campagne. Okay. On a travaillé avec des partenaires aussi aux États-Unis qui ont en fait des grosses bases d'emails de personnes qui ont l'habitude d'acheter sur Kickstarter ou Indiegogo. Et donc, tu payes en fait un fixe fees. Et en fonction de ce que tu vas générer en vente, ils vont prendre un petit pourcentage sur les ventes. Donc, on a testé ça. Ça a été pas mal. Ça nous a apporté un petit pic en cours de campagne sur la vague un peu creuse, justement. Donc, c'était intéressant, mais sans exploser les ventes. Pardon. Ok, donc il y avait ça qui était mis en place. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous avez mis en place en plus des séquences email et des campagnes pour aller chercher de la vente? Parce que sur 40 jours, tu as quand même le temps de faire certaines choses. Non, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Sauf si tu as d'autres choses qu'on a fait. Le souvenir, c'est que des campagnes de crowdfunding, souvent, ça se fait via de l'ads, via de la communauté, mais ça, on n'en a pas forcément parlé, mais il n'y a pas de communauté sur les USA, et c'est un truc que je me rappelle dont on avait parlé avant la campagne, c'était la nécessité, en fait, de réussir à construire sa communauté ou faire appel à des personnes, enfin, des influenceurs qui ont déjà une communauté. Après, je pense que l'idée, on n'a pas su la mettre en place au vu du timing, mais ça reste aussi un point, je pense, qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut pénétrer un marché. C'est bien aussi de le faire avec des leaders d'opinion sur le marché en question. Mais après, il faut les connaître, il faut les payer, il faut trouver un arrangement. Tu as un truc à dire là-dessus? Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr, c'est qu'on a vraiment fait presque un all-in sur la partie ads et qu'on a moins pris le temps et qu'on a moins investi sur cette partie
qu'on va appeler plutôt influence et RP, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir des articles dans des magazines ou des blogs influents aux États-Unis, ou d'avoir un relais de communication via des influenceurs, on se rend compte que les marques qui fonctionnent très bien en Kickstarter ou en Indiegogo le font, mais effectivement, c'est un budget complémentaire. Les influenceurs aux États-Unis, il faut les payer, c'est quand même des budgets importants. Et par rapport à ce qu'on a observé sur les premiers jours de campagne, on n'a pas voulu rajouter. En fait, il y a toujours un moment donné où tu dis attends, est-ce que j'investis plus parce que c'est parce que j'investis plus que là, ça va vraiment t'amener t'amener en fait cet effet de levier. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu dis bah non, j'ai investi beaucoup. Là, je coupe un peu les vannes et je préfère maintenir ce que j'ai acquis plutôt que de continuer de surinvestir. C'est plutôt le choix qu'on a fait nous. On a été c'est ce que j'allais dire. sur cette campagne. C'est le choix que vous avez fait. C'est aussi ça que je voulais mettre en avant dans ce podcast, c'est que tu vas lancer quelque chose, tu sais pas forcément si ça va marcher. Parfois, ça marche super bien, on est très content de le dire. Parfois, ça marche moins bien que prévu. En fait, ce que je trouve bien dans ce que vous avez dans votre réflexion, c'est que quand vous avez senti que ça n'allait pas trop, vous avez préféré désinvestir que plutôt que de s'obstiner sur un truc qui finalement marchait moins que prévu pour certaines raisons qui sont, j'ai l'impression, quand même extérieures à votre volonté, c'est-à-dire le fait d'avoir la bonne plateforme de crowdfunding, de lancer dans les meilleurs timings. Donc là, on voit qu'il y a quand même un délai important entre le moment où on a fait le pré-launch, donc c'est-à-dire capter les emails, avoir les déposits à $1, donc qui était durant l'été, et le moment où vous avez lancé, qui était fin de l'été, donc, fin septembre. Donc ça joue aussi. Après, écoute, c'est le jeu, hein, c'est le jeu du crowdfunding, c'est le jeu du lancement d'un nouveau pays. Nous, on a pris ça comme une super expérience. Les équipes se sont vraiment données. Ça nous a permis aussi de tout de suite avoir des learnings, une courbe d'apprentissage sur les US. On a compris peut-être qu'on avait bien fait, ce qu'on avait moins bien fait, comment optimiser certaines choses. Il y a quand même, il faut le dire, 300 Américains qui connaissaient pas Balloon, qui n'avaient jamais entendu parler de la marque, qui ne savaient pas ce que c'était un siège Balloon Balloon et qui ont fait confiance au projet. Alors que sur une campagne de crowdfunding, encore une fois, attention, il faut donner confiance parce que tu as quand même pas mal de campagnes sur ces plateformes qui ne livrent jamais leurs clients. Il faut dire que les clients, quand ils achètent le produit, tu leur dis qu'ils vont le recevoir dans 2 mois, voire 2 mois et demi. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Il y a des gens qui disent très bien, ok, on verra quand ils seront lancés, puis j'achèterai sur leur site. Au moins, je le recevrai en 5 jours. Donc, c'est pas donné à tout le monde. T'as des marques qui fonctionnent très très bien, qui font des très très belles campagnes. Il y a des budgets d'investissement aussi qui sont pas les nôtres. Donc, effectivement, je vais être très honnête, c'est moyen par rapport à ce qu'on espérait. Maintenant, si on voit le côté positif, il y a 300 personnes aux États-Unis qui ont acheté un siège Balloon. On en parlera, mais on les a livrés dans les temps. Les 300 personnes ont des retours de beaucoup de personnes qui ont déjà la volonté d'en acheter de nouveau. Et puis, c'est le début, quoi. C'est-à-dire que tu dis que tu as 300 Américains qui ont un siège Balloon chez eux ou en travail, qui vont commencer à le montrer à la famille, aux amis. On sait que nous, c'est une grosse source de découverte. Parce qu'on a un produit qui est remarquable dans le sens où, il est joli. Mais deuxièmement, quand tu vas chez quelqu'un et que tu vois un siège Balloon, c'est quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que c'est bien? Donc, plus il y a de personnes qui ont un siège Ballon, plus il y a un effet boule de neige et on s'en rend énormément compte sur notre stratégie d'acquisition et de découverte en France. Et donc, c'est le début. Voilà, on a initié quelque chose aux États-Unis. Maintenant, c'est à nous de le transformer en quelque chose de grand comme on a su le faire en France. Exactement. Moi, perso, je ne vois pas du tout comme un échec parce qu'on l'avait dit, je pense, au démarrage de la campagne il y a justement 1 an, qu'il n'y avait aucune certitude sur ce que ça allait donner exactement. Et en 23 ans, c'est déjà pas mal compte tenu des délais qu'il y avait eu. Après, bien sûr, c'était une belle offre. Je pense qu'en y pense, il y avait une belle offre sur le siège en lui-même. Mais comme tu dis, il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à se faire livrer dans 2 mois. Et voilà, après, il y a plein de choses qu'on pouvait apprendre et qu'on a appris sur le tas. Est-ce que toi, justement, tu as un résumé de ce que tu as appris sur cette campagne en elle-même, sur les marchés US, sur cette nouvelle opération marketing? Ouais, sincèrement, je pense que ça s'est donné beaucoup de mal sur la partie, parce qu'on a un beau produit, on a un niveau de qualité qu'on a envie de maintenir. Je pense qu'on s'est donné beaucoup de mal, effectivement, sur les contenus, la création des contenus, les landing pages, les publicités. Les vidéos aussi. On a bien fait de le faire, mais je pense que si je le refaisais, je serais peut-être moins regardant et moins exigeant, c'est-à-dire à tester plus de choses, plus de formats et d'aller plus vite sur la manière dont on fait les choses. Je pense que ça, c'est un sujet. Je pense qu'il faut vraiment très, 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 très bien se préparer, c'est-à-dire vraiment se préparer aux imprévus, surtout. Je pense que nous, on s'était préparé, mais pas forcément aux imprévus, même si on les avait en tête. Donc ça, c'est une première chose. À mon sens, de s'assurer qu'on va être accepté sur la plateforme, même si c'est pas simple, parce que je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui
qui est très différenciant. C'est-à-dire que si on avait été accepté sur Kickstarter, je pense que ça n'aurait pas été les mêmes résultats. Et puis ensuite, c'est effectivement de bien définir ses budgets, ses objectifs. Ce que nous, on a fait, donc je pense que là-dessus, on a bien fait les choses. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas forcément expliqué, c'est que la partie vraiment contenu, en fait, c'était pas des reprises de contenu déjà existant, c'était la nouvelle création de contenu, c'est-à-dire des nouvelles photos, Ouais. des nouveaux, je sais pas comment on appelle ça, un brand, Ouais, une identité visuelle qui était nouvelle, lancée en France, mais qu'on a lancé avant aux États-Unis, et des contenus dédiés avec une vidéo qui a été tournée, etc. Donc ouais, il y a eu des contenus qui ont été faits spécifiquement pour les US. C'est du boulot, hein, c'est quand même de l'organisation, c'est du travail. Mais l'avantage, c'est qu'on capitalise dessus. C'est l'avantage, c'est un peu tous les contenus qu'on a créés pour cette campagne. C'est des contenus qu'on va continuer d'utiliser à la fois sur notre website et à la fois sur les nouvelles campagnes d'ads qui vont être lancées là, se mettre sur les US. Ouais, c'est clair. Écoute, un grand merci d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir, vraiment. Je trouve que tu es un très bon interlocuteur avec qui discuter, parce que c'est toujours très clair quand tu donnes des infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver, échanger avec toi si on a envie d'en savoir plus sur Blono? Écoute, nos locaux sont à Bordeaux, donc les gens qui sont de passage à Bordeaux, voilà, tu as des beaux locaux sympas, s'ils veulent venir essayer les Bloom et nous rendre visite. Et puis après, pour me contacter, c'est sur LinkedIn ou directement sur le site e-commerce de Bloom, bloom-paris.fr ou .com avec les US. .com, ok. On mettra ça dans les notes de l'épisode, et c'est vrai que je confirme, les bureaux sont super sympas. Et les Blooms également. Merci Raphaël, passe une bonne journée. Merci beaucoup Danilo pour ce podcast et à très bientôt. À très bientôt, salut. Salut.